Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. Parfois, on oublie que nos parents sont avant tout des êtres humains à part entière, comme vous et moi. Parfois, on oublie qu'avant d'être maman, son identité c'est Edwige, et que son nom de maman ne définit pas uniquement qui elle est. Aujourd'hui, j'ai eu envie de poser 7 questions importantes à ma mère. 7 questions larges, mais précises en même temps. 7 questions pour apprendre un peu plus qui est Edwige, ma maman depuis 34 ans. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé dans l'introduction de cet épisode, je suis ravie d'accueillir ma maman. J'ai décidé de lui poser 7 questions importantes. J'ai rien inventé par contre, j'ai clairement trouvé la plupart de ces questions sur TikTok. Mais en fait, quand je les ai vues, j'ai eu très envie de le faire avec ma maman et de me dire de faire un épisode avec elle. Ma maman s'appelle Edwige, elle est née dans les années 50, donc maintenant c'est une vieille dame. Et je pense que ça va être un épisode avec beaucoup d'émotions, assez intense, parce que vous allez découvrir en même temps que moi, je pense, beaucoup de choses sur ma mère. On part pour la première question. Quelle est la décision la plus importante que tu aies prise dans ta vie, maman ? Alors, bonjour tout le monde. Eh bien, on va commencer d'abord par mon mariage. Je pense que c'est une grande décision. Pourquoi tu penses que c'est une grande décision, le mariage ? Parce que, à l'époque, on se mariait assez jeune. Bah, toi, en plus, tu t'es mariée le jour de tes 21 ans, qui était le jour de la majorité. Exact. Avant. Parce qu'avant, c'était 21 ans, pas 18 ans. Voilà. Donc, voilà, oui, ça marque. Aujourd'hui, je me rends compte que c'était un peu trop jeune. Avec le recul ? Avec le recul. Mais du coup, toi, aujourd'hui, tu te dis que la décision la plus importante de ta vie, c'était le mariage, mais en fait, non. Aujourd'hui, je ressens pas la même chose, mais à l'époque... Oui, mais on parle d'aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, pour toi, quelle a été la décision la plus importante de ta vie ? Je pense de travailler avec mon mari pour une grande société, de se lancer sans bagage intellectuel, sans argent. Pourquoi tu dis sans bagage intellectuel ? Parce que moi, je n'avais pas de bagage intellectuel. Ça veut dire quoi pour toi ? C'est que tu n'avais pas de diplôme ? J'avais le certificat d'études. Certificat d'études, on va dire que ça correspond au brevet des collèges d'aujourd'hui à peu près. Ouais. Je crois que c'est à peu près ça. Ouais, aujourd'hui, oui. Ok. Mais... Et papa non plus n'avait pas. Papa avait un brevet. Si, papa avait un brevet de mécanicien. Ouais, ok. Voilà. Lui, il avait son brevet de mécanicien. Moi, non. Donc, pour toi, l'une des choses les plus importantes dans ta vie, c'est d'avoir pu évoluer professionnellement sans avoir, comme tu dis, de bagage intellectuel. Après, j'aime pas trop ce terme-là parce que je trouve pas que ça soit un bagage intellectuel. Ça veut pas dire... Enfin, pour moi, c'est pas avoir un diplôme qui fait que t'es intelligent. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? C'est juste que t'as réussi professionnellement sans diplôme, alors que c'est vrai qu'on est dans une ère, surtout aujourd'hui, depuis 15-20 ans, où le diplôme, c'est hyper important, quoi. Mais pour moi, c'est pas bagage intellectuel, tu vois, c'est juste pas de diplôme. Oui, pas de diplôme. Mais ça veut pas dire qu'on est bête. La preuve en est, sinon t'aurais pas réussi professionnellement. Oui. Et justement, c'est une valeur quand même. Je trouve quand même qu'on est arrivé avec beaucoup de travail, on est arrivé à évoluer dans une entreprise importante, quoi. Et tu veux expliquer ce que c'était votre métier ? Eh ben, notre métier, c'était gérer des stations-service. Sur les autoroutes, principalement. Oui. Pas au départ. Au départ, c'était en ville. On était gérant de société, quoi. Donc tout de suite, vous avez commencé en étant gérant ? Oui. D'accord. Et comment est-ce que vous avez réussi ? En SARL. Et comment vous avez réussi à directement être gérant sans passer par la case employé à la caisse ou autre ? Papa avait déjà un niveau de connaissance dans le travail. D'accord. Il avait déjà travaillé dans ce milieu-là. Il avait travaillé chez ses parents qui étaient, eux, déjà gérants de station-service. D'accord, ok. Et du coup, il a repris la gérance de ses parents ? Non. Donc, comment est-ce qu'il a fait pour devenir gérant alors qu'il avait bien les relations avec les directeurs de la société pétrolière qui était Elf à l'époque. Et des relations, et puis à l'époque, eh bien, il fallait déjà connaître un peu le métier. Ça suffisait. Connaissant les parents, connaissant aussi leur évolution aussi, parce qu'ils sont restés quand même pas mal d'années dans la station, quoi.
donc était très connue déjà de la société Elf. Puis moi, on m'a appris aussi, enfin, ma belle-mère m'a appris la base du travail à l'époque. Et puis voilà, on a évolué au fur et à mesure. Et puis un jour, on nous a demandé si on voulait gérer une station. Donc c'était, oui, vraiment le travail en couple tout le temps, alors. Voilà. Et la première station, c'était une grande aventure parce qu'on n'avait pas d'argent. Et là, il a fallu avoir un peu d'aide. Et puis voilà, du courage. Et l'envie. Et ça, du coup, ça a été la décision la plus importante pour toi de te marier et de suivre les traces professionnelles de ton mari, au final. Oui. T'as suivi sa voie. J'ai suivi sa voie. Ok. Et pour toi, ça a vraiment été l'une des choses les plus importantes de ta vie, parce oui. que ça a été le départ de quelque chose. C'est ça. Oui, ça a été un départ important parce que on a évolué jusqu'à la retraite quand même dans le même métier. Hein. Ouais, puis tu dois peut-être te dire que sans ça, t'aurais pas eu la vie que t'as eue. Exactement. Ça nous a aidé aussi à évoluer financièrement, à s'en sortir, à évoluer dans le travail, à apprendre par des stages tout le temps. Et on a évolué et puis on est arrivé directeur du site et voilà. Top. On passe à la deuxième question. Comment s'est passée la première année de ta vie en tant que maman ? Donc, pour vous présenter un petit peu notre famille, entre guillemets, donc il y a ma maman, Edwige, mon papa, Michel, qui est décédé il y a 10 ans maintenant. Ils ont eu un premier enfant qui s'appelle Sébastien, qui est né en 77, donc qui est vieux aussi maintenant aujourd'hui. Bisous Seb. Ensuite, ils ont eu ma sœur qui s'appelle Céline, qui aujourd'hui a 37 ans, qui est née en 86. Et ensuite, il y a moi, donc Pauline, qui suis née en 90. Vraiment, cette question, c'est, en gros, comment est-ce que tu as vécu ta première année de maman avec Sébastien ? Parce que Sébastien est ton premier enfant. Donc, ça a été comment cette première année en tant que mère ? Ça a été un grand bonheur. La plus belle chose qui arrive, quoi. Ça t'a apporté quoi ? De l'amour, aussi plus de responsabilité pour gérer un enfant. Il faut gérer un être humain. Gérer un enfant, un petit enfant. Donc on apprend au fur et à mesure, quoi. On apprend. Et puis il faut aussi d'organisation. Parce que toute la vie change. Mais toi, vraiment, pour toi, ça a été que du positif. Tu retiens que du positif. Ah oui. Ok. Tant mieux. C'est pour ça que t'en as fait 2 autres derrière. C'est ça. et c'est j'ai ressenti la même chose tous les 3. Et du coup, comment est-ce que t'as fait dans cette première nouvelle année pour toi quand t'es devenue mère avec Sébastien ? On sent que l'aspect carrière professionnelle, ça a l'air d'être quelque chose quand même qui était très présent et très important pour vous et pour toi. Quand je dis pour vous, c'est papa et toi. Comment est-ce que tu as fait justement pour jongler entre cette carrière professionnelle, ce bébé qui venait d'arriver ? Comment est-ce que tu as réussi, toi, en tant que femme, à gérer ta vie de femme, ta vie de couple, ta vie de nouvelle maman et ta vie professionnelle ? Est-ce que est-ce que tu te l'es dit ? Est-ce que tu y as déjà réfléchi ? Comment est-ce que tout ça s'est imbriqué ? Est-ce que vous avez eu de l'aide extérieure pour garder Sébastien, par exemple. Voilà, comment ça s'est passé, en fait ? Parce que c'était dans les années 70, donc ça commence à remonter aussi, c'est une autre époque. Comment tu faisais à l'époque ? Naturellement. Ça veut dire quoi, naturellement, gérer. J'ai continué à travailler. T'as repris le travail combien de temps après l'accouchement ? Il n'y avait pas d'arrêt à l'époque. Ah bon ? Et non. Mon Dieu. Même Sébastien, j'ai travaillé jusqu'à la veille de l'accouchement. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de congé. En tant que commerçant, puisqu'on était commerçant à l'époque, on n'avait pas de congé maternité comme aujourd'hui. Et j'ai travaillé jusqu'à la veille de mon accouchement pour Sébastien. Bon, t'as travaillé jusqu'à l'accouchement, quoi. Jusqu'à l'accouchement. Eh ben. Eh oui. Heureusement que ça a évolué, parce que la société patriarcale... Ah oui, non mais si. C'était comme ça. Hein. D'accord. Et du coup, après l'accouchement, comment ça se passe ? Donc, après l'accouchement, je pense que Daniel a dû travailler. Daniel, c'est le frère de mon père. Oui. Je pense qu'il a dû faire appel à Daniel à cette période. Je suis moins sûre.
puisqu'il était aussi dans le système automobile et lui, il était électricien à l'époque. Donc, il se complétait, en fait. Mais il a dû... je pense qu'il a... Mais T'es pas sûre? je suis pas sûre. Mais il y a eu Daniel, je pense, qui est dû arriver à ce moment-là. Et j'ai ma maman, donc la mamie, qui s'occupait de Sébastien, qui venait de temps en temps gérer Sébastien. Mais j'avais pas de nounou à l'époque. Ok. Ouais, c'est ta mère qui... voilà, qui c'est s'occupait un peu de mamie à Sébastien. l'époque qui venait régulièrement sur place pour s'occuper de Sébastien. Et non, j'avais pas de nounou. Ok. Donc on jonglait comme ça, on s'organisait comme ça. Et est-ce que toi, à l'époque... Enfin, tu sais, aujourd'hui... Alors, moi, la première, hein, mais je trouve qu'on est vachement dans une ère où on réfléchit beaucoup à ce qu'on ressent, à comment on vit les choses. Tu vois, on se remet un peu en question, on essaye de se comprendre plus à l'intérieur. Et de ce que je comprends dans ta réponse, c'est que, en fait... toi ou à votre époque, hein, je sais pas si c'est une généralité, mais en fait, on n'a pas le temps de réfléchir, on y va, quoi. C'est ça. Quand tu as dit naturellement, pour moi, c'était vraiment, en fait, je réfléchis pas, c'est tout, ça coule, ça se passe, quoi. C'est tout à fait ça. Ok. Pas de réflexion, il fallait... voilà. Faut y aller, quoi. Naturel, c'est pour ça que je dis naturellement. Il fallait y aller. Ok. Après, c'est vrai que j'avais quand même un tempérament à savoir à être organisée, déjà, très jeune. Parce que dans mon enfance, j'étais déjà très organisée. Donc, j'avais cette base quand même. Après, je faisais déjà beaucoup de choses quand j'étais gamine, quoi. Donc, j'avais déjà ce truc à la base. Et puis, c'est vrai que je savais m'organiser. T'avais déjà un peu ce truc de maman Ouais. avant d'être maman, quoi. Ben oui. Organisée, toujours, jongler avec plusieurs facettes, plusieurs choses. Gérer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, ça m'a toujours suivi toute ma vie. Et heureusement. Pourquoi tu dis heureusement ? Parce que il faut être comme ça, quoi, pour s'en sortir. Tu penses ? Pour savoir gérer beaucoup de choses, non ? Je sais pas. Après, on peut faire le choix de gérer moins de choses. On n'est pas obligé de gérer beaucoup de choses. On peut juste faire des choix et se dire, ça, non, je n'en veux pas. Comme... Oui. C'est pas un sujet tabou entre nous. Moi, par exemple, j'ai décidé de ne pas gérer d'enfants parce que je n'en veux pas. Donc ça, tu vois, c'est un choix de me dire ça, je ne veux pas le gérer. Donc c'est pour ça que je te dis que on peut aussi avoir un tempérament à vouloir gérer plein de trucs différents en même temps. Mais il y a peut-être aussi des personnes ou des moments dans la vie où on a envie de gérer bien, mais moins. Parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont d'autres visions, d'autres horizons, d'autres envies que mari, travail, enfant. Oui, non, mais c'est sûr. Mais après, encore une fois, on remet dans le contexte que t'es né dans les années 50. Il faut voir le contexte. Donc, c'est une autre vision que ce qu'on a aujourd'hui. Tout à fait. Donc, c'est normal aussi. Ça n'a rien à voir. C'est pas la même éducation, c'est pas la même vision des choses, c'est pas la même société non plus. Tout a changé. En mieux. En différent. Il y a du mieux et du moins bon. Quand même. En tout cas, pour la femme, je trouve que c'est un petit peu mieux. C'est pas encore ça, mais c'est un peu mieux, parce que maintenant, il y a le congé. C'est quand même nettement mieux. On passe à la troisième question. Aujourd'hui, t'as 71 ans. On dit que c'est pas très galant de dire l'âge des dames, mais bon. C'est pas grave. Un âge, c'est un âge. Ouais. Du coup, quelles sont les choses les plus belles et les plus dures dans le fait de vieillir ? Donc, c'est une question en deux parties. Ouais. Donc, on va faire déjà la première. Pour toi, quelles sont les plus belles choses dans le fait de vieillir ? Alors, la plus belle chose, la maturité. La vision des choses est différente. On est plus réfléchi. On est plus posé. On comprend beaucoup plus de choses aussi. C'est normal, il y a l'expérience. Avec le temps. Et l'expérience. Et puis, on réagit mieux, je pense. Plus calmement, plus posément. Donc toi, tu dirais que dans le fait de vieillir, une des choses les plus positives, c'est en fait finalement peut-être de s'apaiser dans ses émotions et dans ses réactions. Exactement. T'es plus posé émotionnellement ? Oui. Plus aujourd'hui qu'à 30 ans ? Oui. Qu'à 40 aussi ? Oui. C'est à partir de quel âge à peu près où t'as ressenti cet apaisement ? 50 et 60, peut-être 50, 60, peut-être plus près des 60, parce que peut-être on arrive en fin de parcours de travail aussi. Donc du coup,
n'a plus tout à fait la même vision des choses. Bah, c'est plus les mêmes enjeux, peut-être. Voilà. Tu te dis que tu arrives en bout de course de quelque chose que tu as entrepris il y a 30 ans. C'est ça. Et du coup, c'est différent. C'est quoi qui est différent? C'est ta vision des choses, de ta vie, de... Bah, on est moins dans, comment je vais dire, quand on démarre une vie de travail, on est à fond dans le... Comment je vais dire ça? T'es hyper motivé, tu veux dire? Voilà, à fond dedans. On est à fond dedans, il faut s'en sortir, il faut arriver à l'objectif, il faut tout ça, quoi. Que après, bon, ben voilà, hein, c'est plus cool, quoi. On a tendance à relâcher un peu. On n'est plus dans la même... Dans la même dynamique? Voilà, dans la même dynamique. Oui, disponible pour mes petites filles, c'est important. Bah ça, c'est parce que t'es à la retraite. Oui, parce que je suis en retraite. Parce qu'il y a des mamies qui sont pas à la retraite quand elles ont leurs petits-enfants. Bon, mais ça, donc c'est sûr que t'as du temps. Voilà, j'ai du temps et ça fait partie des choses bien. Enfin, pour moi, c'est du positif aujourd'hui dans ma situation. Et du coup, qu'est-ce qui est selon toi le plus dur dans le fait de vieillir? C'est que le temps passe plus vite. Et du coup, ça veut dire que on vieillit encore plus vite. Ça, c'est vraiment une sensation. Ouais. Bon, après, malheureusement, je vieillis seule. Ça aussi, c'est très dur. Oui, parce que c'est vrai que j'ai pas forcément précisé, mais avec papa, vous êtes mariés et vous l'êtes toujours, entre guillemets, vous avez toujours vécu ensemble. Voilà, papa est parti. Vous étiez ensemble, quoi. Vous étiez mariés, sous le même toit, etc. Donc, effectivement, aujourd'hui, tu vis seule. Il est parti brutalement. Brutalement et assez tôt. Papa est décédé à 61 ans. Donc, juste à la retraite. Ça faisait 1 an qu'il était à la retraite et pour toi, c'était quelques jours après ta retraite, oui. Donc, ça, c'est très dur. Et puis, du coup, les moments de solitude, le manque d'attention d'un homme, d'un amour, et puis se sentir abandonné. Voilà, la vie s'écroule. Et ça, c'est dans le fait de vieillir ou c'est du décès de papa? Ça va avec. Ça va avec, puisque j'ai les deux en même temps. Je vieillis et en même temps, je perds mon mari, quoi. Et aussi, après, je sais pas, quand on vieillit, on se rend compte aussi que c'est la santé le plus important. Oui, c'est sûr, ton corps vieillit aussi, donc c'est vrai que tu as peut-être moins de mobilité ou d'énergie comme avant. Exactement. Tu te dis que si tu tombes malade, ça peut être dangereux. Oui. C'est vrai que, par exemple, il y a 4 ans, pour la période du Covid, alors je me souviens, on t'avait dit de quasiment pas sortir, de faire très attention, etc. Parce qu'effectivement, quand on vieillit, quand on devient désolée, mais quand on devient une personne âgée, on est plus fragile. Bien sûr. Et puis, c'est vrai que même dans les médias, tout le monde nous le dit, à partir de 65, 70 ans, on est considéré comme des personnes plus fragiles. Donc, il faut faire attention, c'est sûr. Faire attention tout le temps. Et toi, tu sens ton corps vieillir? Oui. Ah oui. Et tu le ressens comment? Genre, c'est des douleurs physiques? C'est que t'es fatiguée? Non, je suis plus vite fatiguée. C'est-à-dire que je bouge quand même pas mal, je fais pas mal de choses et je me rends compte que quand j'en fais trop, il faut que je m'arrête. Il faut que j'écoute mon corps, quoi. Quand je sens que j'en ai trop fait, il faut se calmer. Parce que sinon, il faut s'écouter. Et ça, je ressens maintenant. Parce qu'il y a des jours, je fais beaucoup de choses et le lendemain, ça coince. Il faut se calmer un peu. Qu'avant, non. Et quand tu parlais tout à l'heure de ce sentiment de solitude, etc., comment est-ce que tu essayes de pallier à ça? Comment est-ce que tu le gères, justement, cette solitude? Curieusement, on peut se sentir seul et ne pas avoir envie d'être avec une autre personne. On se sent seul, mais on a envie aussi d'être seul, en fait. D'être tranquille. Après, peut-être que je divague un petit peu, je digresse, mais il y a aussi le fait que, comme on le disait au tout début de l'épisode, tu t'es mariée à ta majorité,
Donc, tu as toujours vécu soit avec tes parents, soit avec papa. Oui. Et aussi, bon, bah, c'est malheureux, hein, évidemment, que papa soit parti si tôt, mais est-ce que aussi, c'est une solitude, mais qui t'apporte aussi de l'indépendance que tu n'as peut-être jamais connue avant? Oui, ça aussi, oui, c'est vrai. C'est une solitude, mais en même temps, une genre de liberté aussi, si on veut. En fait, il n'y a plus personne qui me dit non, ou tu rentres pas trop tard, ou ceci et ça. Voilà, je suis libre. Tu vis ta vie. Je vis ma vie. Mhm. Bon, ça, c'est un côté quand même positif que j'apprécie. Heureusement. Mais c'est peut-être aussi pour ça que tu préfères avoir ta solitude et tes moments de coup de blues de solitude plutôt que de te retrouver avec moins de liberté, peut-être? Non, mais c'est sûr. Parce que là, en fait, je gère ce que j'ai, enfin, je gère comme j'ai envie, en fait. Si un jour j'ai pas envie de bouger, je reste à la maison, je reste à la maison. Le jour où j'ai envie de bouger, je bouge, je m'évade à ma manière. Donc ça, c'est un côté quand même... bon, on se raccroche à ça, quoi, on va dire. Bah, il faut toujours essayer de trouver du positif dans les choses négatives. Et après, bon, ben voilà, j'ai des connaissances aussi. Je parle pas mal, enfin, je discute pas mal aussi. J'échange beaucoup. Et puis, bah, après, on n'a pas le choix, quoi. De toute façon, il faut pas trop s'écouter non plus. Je suis pas du genre à m'écouter. On passe à la 4e question. Quelle est, selon toi, la meilleure chose que moi, j'ai faite pour toi? Elle souffle. Non, mais c'est pas facile. La meilleure chose que tu aies faite pour moi. Alors, je pense que j'ai répondu un peu à côté, là, parce que j'ai pensé de t'avoir eu tardivement. Donc, c'est peut-être pas très... Bah, c'est pas de mon fait. Non. Moi, j'ai rien demandé. Mais effectivement, et pourquoi est-ce que c'est une bonne chose, du coup, que tu m'aies eu tard? Tu m'as eu, t'avais 37 ans? 38, oui. 37, 38, un truc comme ça. Oui. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait que pour toi, c'est une bonne chose parce que j'ai apprécié encore mieux l'attente, ma grossesse, de t'attendre. Parce que justement, j'avais plus 20 ans, hein, j'avais près de 40 ans. Et puis là, en plus, t'avais un congé. Et là, j'avais un congé. C'est ça qui était agréable. Ah bah là, oui. C'était le top, là. Le top. La péridurale, le congé. Ah oui, alors la là, péridurale, franchement... le congé, parce que auparavant, c'est vrai qu'à Sébastien, ça n'existait pas, les péridurales. Oui. Donc là, oui, là, ça a été super. Ça a été, franchement, avec la maturité aussi. Donc, j'étais bien, quoi. Bah, c'est vrai que papa a toujours dit que ta grossesse, pour moi, c'était ta plus belle grossesse. Ah oui, c'était ma plus belle grossesse. Que tu te sentais bien, que tu étais à l'aise avec ton corps. J'étais heureuse. D'ailleurs, ça se voyait physiquement, tout. J'étais resplendissante, quoi. Donc là, oui, j'ai tout apprécié au top, quoi, de cette période. Est-ce qu'un jour, même si j'étais petite, ado, adulte, je sais pas, est-ce qu'à un moment, j'ai fait quelque chose pour toi qui t'a marqué? En positif, je précise. Tes petites attentions, par exemple, bon, bah là, c'est plus récent, mais quand je me suis retrouvée seule, t'as essayé de me proposer des choses pour m'occuper. Et c'est vrai que la chose qui dure encore aujourd'hui, c'est le cours floral. Et ça fait partie des choses que j'apprécie. Et tu me l'as fait. Et j'y suis encore parce que je ne peux plus m'en passer. Donc pour moi, c'est important. Très important. Ça paraît peut-être... mais pour moi, c'est important et c'est toi qui me l'as fait grâce à toi. Bah, j'ai essayé de te faire plein de trucs. Hein. Oui. C'est le seul qui a pris. Oui, parce que j'aime ça. Je sais. Parce que c'est ma passion. Donc forcément, après, il fallait que je me libère aussi. Parce qu'il m'a fallu du temps pour me libérer, pour essayer d'aller vers les autres. Ça a été très, très, très long. Et ça, on ne peut pas forcer les choses. Non, c'est sûr. Donc, on peut proposer, mais on peut pas proposer. Forcer. Donc là, c'est... Oui, ça a été le truc qui me plaît, voilà, où je suis passionnée, quoi. Et puis, on fait des rencontres. Donc, c'est important pour moi. C'est vraiment ça. Ça, c'est grâce à toi.
Tout le monde le sait que c'est grâce à toi. Ok. On passe à la question 5. Qu'as-tu appris de tes parents à toi ? Donc là, peut-être que ça serait bien, sans forcément rentrer dans les détails, après tu fais comme tu veux, mais peut-être d'expliquer ton contexte familial à toi de quand tu étais petite et jeune. Ou est-ce que tu veux que moi je l'explique, mais peut-être que je vais me tromper. Non, mais tu peux déjà commencer. Cool, donc je rappelle, ma mère est née, est née en 53. Elle est née dans une famille où tu avais déjà une grande sœur et un grand frère. Donc tu as été la 3e. Et tu es née dans une famille, clairement, qui avait très peu de moyens financiers. C'était très ouvrière, un petit peu compliqué. Ton papa avait des problèmes avec l'alcool. Oui. Ta maman était pas beaucoup là et un peu pas très aimante et pas très attentionnée envers ses enfants. Et ensuite, tu as eu un petit frère qui est arrivé et dont, du coup, tu t'es beaucoup occupée parce que vous avez quand même pas mal d'écart avec le grand frère et la grande sœur. Alors qu'avec ton petit frère, vous êtes assez rapprochés. Et du coup, tu t'es beaucoup occupée de lui. Oui. C'est beaucoup toi qui t'occupais de ton petit frère. Ton papa donc, avait effectivement des problèmes d'alcoolisme qui en dérivaient sur des problèmes plus psychiatriques. Moi, en tout cas, l'image que j'ai de ton enfance, c'est pas très heureuse, assez pauvre, et avec une maman assez absente et un papa avec beaucoup de problèmes. Voilà, donc effectivement, moi, tu m'as toujours dépeint une enfance assez compliquée, assez difficile, mais par contre, avec un lien incroyable avec ton frère et aussi avec ton entourage. Avec les amis, les voisins, etc. Où en fait c'est les autres qui s'occupaient de toi plutôt que tes parents, malheureusement. Exactement. Donc dans tout ça, qu'est-ce que tes parents t'ont appris ? Ça peut être positif comme négatif. On va dire que le couple, ça collait pas, quoi. Mon père, ma mère s'aimaient plus, on va dire. Et forcément, ça a dévié sur l'alcoolisme pour mon père, quoi. Par contre, il s'est toujours occupé de moi avec beaucoup d'amour. Hein. J'ai jamais ressenti... il m'aimait énormément, quoi. Mais il fallait vivre avec ça, avec les crises de délirium. Et enfant, c'est très difficile à voir, quoi, et à comprendre. Donc ça, je l'ai vécu. Étant donné que mes parents ne s'entendaient plus, ma mère n'était pas souvent à la maison. Elle s'évadait chez la voisine pour discuter. Pas envie de faire le ménage. Elle faisait quand même les repas. Mais tout ce qui était ménage... ça la branchait plus non plus. Dès que j'ai pu commencer à aider à gérer le ménage et tout le quotidien, c'est moi qui faisais le ménage, c'est moi qui faisais le repassage. Vers quel âge, tu te souviens ? Très jeune, j'avais 11 ans, 12 ans, moi qui gérais tout ça parce que je voulais que ça soit propre aussi, la maison, à l'époque. Ouais, t'as aussi peut-être à cet âge-là commencé à avoir la conscience de te dire que toi, t'en avais marre de vivre dans un endroit comme ça, quoi. Alors déjà, que c'était, on était pauvres, et si c'était sale, c'est pas possible. Donc j'avais déjà l'instinct, c'était en moi. Hein. C'est moi qui ai décidé de... Puis elle a pas dit non, hein, forcément. Donc c'est vrai que j'ai toujours... je me suis occupée du ménage, j'allais faire les courses, je faisais le repassage. Donc tu t'occupais beaucoup de ton petit. Et je m'occupais d'Eric aussi parce que, pareil, je lui faisais le repas souvent le soir parce que ma mère, elle avait pas trop envie. C'était le midi, on faisait le repas du midi, mais le soir, il fallait qu'on se débrouille. Donc pas trop de vie de famille ? Pas du tout de vie de famille. Pas du tout ? Pas du tout de vie de famille. Pas de vie... on fêtait jamais... Il se passait rien, quoi. Il n'y avait pas de Noël, il n'y avait pas... Pas d'événements. Rien. Même les anniversaires ? Rien. Il se passait rien. Et c'est pour ça que j'étais jamais à la maison non plus, parce que j'allais chez la voisine où il y avait une vraie vie de famille. Et c'est elle qui m'a appris aussi à faire la cuisine et qui s'est occupée de moi à la limite. Hein. Freda, heureusement qu'elle était là, hein, comme si j'étais sa fille. Donc c'était mon refuge, parce que j'avais un pain, Roger, il avait le même âge que moi. Enfin voilà, il y avait une famille où je me sentais bien, quoi. La maison, on n'avait pas envie d'y être. Et ça t'a appris quoi alors ? Pour répondre à la question. Ça m'a appris de mes parents. C'est plutôt négatif. Ils m'ont appris quand même le respect. Parce que ça, je peux pas dire le respect, la politesse, on va dire les bases, quoi. Ils m'ont donné un peu de l'amour à leur manière. Mais c'était un peu égoïste. Enfin, il fallait que je sois toujours la petite fille parfaite avec maman. Il fallait toujours que je sois nickel chrome, bien habillée, bien coiffée. Il fallait que je paraisse bien
pour les gens. Mais il y a une explication à ça, mais j'en parlerai pas. Ok, pas de souci. Avec ta grande sœur et ton grand frère, du coup, à l'époque, Oui. eux, ils sont partis dès qu'ils ont pu de la maison. Comment ça se passait avec eux? Marie-Paul, elle a fait un peu de bêtises, quoi. Marie-Paul, elle a fait une fugue quand elle avait 17 ans. Et bon, ça s'est pas bien passé, quoi, avec ma mère. Elle l'a éloignée en même temps, parce que après sa fugue, elle n'a pas voulu l'accepter. Elle n'a plus voulu l'accepter. Elle l'a envoyée en maison. Les maisons, là, à l'époque, tu sais, des femmes seules. Elle a pas voulu s'en occuper, même. Et ça, par contre, je lui en ai toujours voulu. Puis j'avais mal au cœur pour ma sœur, quoi. Malgré qu'elle avait fait une faute, mais ça arrive de faire des bêtises. Bien sûr. Donc là, j'ai pas apprécié du tout. J'ai jamais apprécié. Et puis, mon grand frère, lui, il est parti très vite aussi parce qu'il s'est lancé dans la politique. Et puis, il faisait partie des jeunes communiste. Il s'est éloigné de la maison en s'occupant des affiches. À l'époque, c'était... Puis il a évolué dans le bon sens aussi. Là aussi, c'est une fierté. Parce qu'il s'est débrouillé. Ouais, mais pourquoi? Parce qu'il est arrivé où? Parce que t'expliques pas où est-ce qu'il en est arrivé. Eh il en est arrivé à être député en démarrant en colleur d'affiches et sans aide de ses parents. Il s'est débrouillé tout seul. Et puis pour la petite parenthèse, donc le frère de ma mère s'appelle Alain Bocquet. Et donc, il a été député communiste à l'Assemblée nationale et c'est le député qui a eu le plus long mandat à l'Assemblée nationale jusqu'à aujourd'hui. Donc maintenant, il a arrêté. Il est toujours maire, mais en tant que député, il a arrêté. Mais c'est le député français qui a eu le plus long mandat à l'Assemblée nationale. Donc, on peut dire qu'il aimait son métier. Oui, c'est un vrai. S'y accrocher jusqu'au bout. Et mon petit frère, donc Eric, pareil, il a quand même fait des études. Il a été professeur. Il a été professeur de langue. Il a aussi fait de la politique en même temps. Aujourd'hui, il est sénateur. Et de la même façon, en fait, on s'est tous débrouillés par soi-même. Donc, c'est quand même une fierté pour tout le monde. Donc c'est ça tu dirais que tes parents t'ont appris, c'est que avec leur absence, avec leur comportement, leurs problèmes aussi, de ce que je ressens, de ce qui ressort, c'est que ce que tu as appris de la part de tes parents, c'est l'indépendance et le fait d'apprendre à se débrouiller seul. Oui. Pour toi, tes parents, ils t'ont appris que dans la vie, on est seul? Non, mais étant donné leur vie, parce qu'à l'époque, on divorçait pas. On restait avec l'homme avec qui ça va plus, jusqu'au bout. On divorçait pas à l'époque. Donc forcément, c'est spécial de vivre avec un couple, un papa et une maman qui se parlent pas, qui s'engueulent. C'est dur, quoi. Mais ils t'ont appris à être indépendante. Trop tôt. Mais ils t'ont appris à être indépendante. Tôt. Mais quelque part, j'étais certainement plus heureuse de partir, de les quitter, que de rester dans cette ambiance, quoi. Et après, heureusement, dans l'histoire, j'avais un oncle, le frère de ma mère, Tom, et grâce à lui, c'est lui qui m'a appris énormément de choses. Il m'a toujours épaulée, il s'est toujours occupé de moi, il m'a emmené faire les courses d'école, parce qu'évidemment, mes parents n'avaient pas de voiture. Il m'a emmené, lui, il avait une voiture, il était célibataire, donc il avait tout son temps. Et donc, il nous a... j'étais sa petite chérie, quoi. Il s'est occupé énormément de moi, quoi. Grâce à lui, j'ai appris les choses que j'aime aujourd'hui. Il me sortait, il m'emmenait au théâtre, il m'emmenait faire les cours d'école, il m'emmenait... C'est lui qui s'occupait de moi, en fait. Il m'emmenait aux Beaux-Arts, c'est lui qui m'a appris à aimer les tableaux et tout ça. C'est de lui que ça vient, ça. Il m'a appris à aimer les belles choses. Et ça, c'est important. Et heureusement qu'il était là. Donc, et moi, du coup, comme il était célibataire, c'est moi qui gérais son ménage aussi. J'allais lui faire son ménage. Je lui faisais des petits mots doux en lui marquant ce que j'avais fait comme chose. Je lui ramenais à manger, je lui ramenais... il a été un grand soutien pour moi. Donc, beaucoup l'oncle Tom oui. Et la voisine Alfreda. Oui. Donc finalement, tu as eu une figure paternelle, entre guillemets, oui. avec l'oncle Tom oui. et maternelle avec Alfreda. Oui, c'est ça. Ok. Un équilibre. Et puis un équilibre de famille, je l'avais chez Alfreda aussi. Et ça m'a aidée aussi, de toute façon. Puis après, en grandissant, j'avais des copines aussi. J'avais pas mal de copines. Et puis tu as fait Miss France, maman. Il y a un moment, il faut en parler quand même de cet épisode. Oh là là, mon Dieu. Quelle histoire. Ça sonne comme une blague quand je le dis, mais c'est pas une blague. Oui, parce que là, c'est troublant. Après tout ce que je viens de dire. Bah oui, c'est quand même fou. Ça colle pas trop. Mais bon, là, je commençais à m'évader un peu aussi. T'avais quoi? T'avais 17 ans? J'avais 17 ans. Mais bon,
Après, forcément, j'ai quitté la maison assez vite. Je suis sortie très vite, très jeune. C'est vrai, je suis sortie très vite. Qu'est-ce que tu appelles je suis sortie Sortie, j'allais au cinéma, j'allais en boîte, très jeune. Parce qu'à l'époque, on était libre aussi, c'était pas comme aujourd'hui. Les parents étaient moins... Tu rentres à telle heure, ceci, cela. C'était pas comme ça non plus. D'accord. Donc, on avait une liberté qu'on n'a plus aujourd'hui. Il y avait pas de contrôle, enfin, pas au point d'aujourd'hui, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que j'étais assez libre de ce côté-là, en fait. J'ai eu plein de flirts, mais c'était flirt à l'époque. Oui, beaucoup d'amoureux, quoi. Mais c'était comme ça, C'était à l'époque comme ça. Et puis après, forcément, j'ai grandi et puis j'ai rencontré d'autres personnes que des amoureux. Puis après, t'as rencontré papa. Oui, après. Après. On veut pas savoir. Non, papa, oui, j'ai rencontré jeune aussi, mais j'ai eu pas mal D'amoureux avant. T'as vécu ta vie, quoi. Non, pas assez. Parce qu'en fait, se marier à 21 ans, c'est trop jeune. On n'a pas vécu, justement, c'est trop jeune, on n'a pas vécu, justement. Et c'était comme ça à l'époque. Oui, t'as fait les expériences que tu pouvais faire aussi. Alors, c'était comme ça à l'époque, et en même temps, comme ma vie de famille n'était pas heureuse, t'as envie de quitter, de vivre ta vie, quoi. Oui, puis en plus, vite. Papa avait une famille bien plus stable. Beaucoup plus stable. Avec des repas tous là, entre eux c'était une famille. Enfin, une vraie vie de famille. Oui, j'ai retrouvé une vie de famille à ce moment-là. Je mets des guillemets aussi quand je dis vraie vie de famille, parce que chacun a sa vision de la chose. Oui, mais si. Voilà, comme C'était plus équilibré. Voilà, plus équilibré, avec des parents qui sont présents, tout le monde mange ensemble à la table, on partage des moments, on part en vacances. Exactement. Ils avaient plus de moyens financiers aussi. Moi, je partais pas en vacances, mes parents partaient pas en vacances. Déjà, s'ils n'avaient pas de voiture à l'époque, pas de voiture, ils avaient sûrement pas les moyens. Et puis moi, je partais pas en vacances. La seule fois que je suis partie en vacances, c'était en colonie de vacances. Ils m'ont envoyée en colonie de vacances à Enkeville, en Normandie, je m'en souviendrai toujours. Et quand je suis rentrée, j'ai pleuré comme une madeleine. J'ai dit, je veux plus y aller. C'est fini. C'est fini. Alors, c'était pas une réussite. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'était quand même spécial comme vie d'enfant. Mais bon, j'étais pas malheureuse quand même, parce que c'était comme ça. Parce que j'ai su aussi évoluer par moi-même, par ailleurs, quoi. T'as fait avec. Et puis j'ai fait avec, et puis je m'en suis sortie. On passe à la 6e ? Ça devrait être un petit peu plus joyeux. Quel a été le moment le plus heureux de ta vie ? Alors, choisir un moment heureux sur 71 ans de vie, c'est un petit peu compliqué. Donc, j'ouvre le prisme. Et on peut aller jusqu'à 3-4 moments heureux. Parce que 1, c'est un peu short. Étant donné que tu as eu 3 enfants, déjà, il y a 3 moments heureux. Voilà, c'est ça. Donc déjà, on va commencer par ça. Parce que les moments les plus heureux, c'est la naissance de mes enfants. Parce que c'est ma fierté. Et puis je veux le bonheur de mes enfants. Je veux qu'ils soient heureux. Sinon, après, il y a eu d'autres bonheurs... Les premières vacances que l'on a gagnées par concours au travail, c'était Corfou. Alors moi, qui n'étais jamais partie en vacances, ça a été un événement formidable, quoi, parce que là, on gagne un voyage à Corfou au Club Méditerranée. Ça a été inoubliable. Ça a été magnifique. Là, ça fait partie des moments, pour moi, qui ont été géniaux, quoi. Et puis, heureusement, on en a gagné d'autres, des voyages. Et du coup, ça aussi, ça fait beaucoup de bien de pouvoir voyager enfin, en gagnant des voyages, donc c'est encore mieux. On les paye pas. On les paye pas. Et puis, toujours de très beaux voyages, quoi. Donc, c'est vrai qu'on en a fait quand même pas mal. Et ça a été... des moments magnifiques, quoi. Inoubliables. Après, des moments en famille aussi, de retrouvailles, de se réunir ensemble, tout ça aussi, c'est important. Les Noëls et tout ça, c'est des moments heureux, quoi. Très important. La naissance de la petite fille, oui. Oui, ça c'est plus récent, mais ça fait partie des choses de ma vie. Et heureusement, aujourd'hui, parce que c'est quand même un soutien en plus, quoi. Ça permet de rester un peu jeune, quand même. Même très jeune. Parce que Adèle, donc Céline a eu 2 filles, Adèle et Olivia. Donc Adèle a 7 ans et demi, Olivia en a 3. Donc c'est très jeune. Très jeune, et puis c'est tellement... Faut garder la pêche.
c'est ça. Ben, ça permet de garder la pêche, justement. Ça booste à un point incroyable. Et ça fait un bien fou. Moi, ça me fait un bien fou. Ça me permet de repartir. J'ai eu quand je les ai à la maison, quand j'ai l'une ou l'autre à la maison, ça me remet un peu en forme, quoi. Ça te remet d'aplomb, ça te booste. Ça me booste, ça me requinque, c'est de l'amour. Enfin, voilà, c'est des choses simples, mais importantes. Donc, je résume. Les moments les plus heureux de ta vie, c'est la naissance de tes 3 enfants, la naissance de tes petites filles, et les voyages que tu as pu faire avec le travail. Avec le travail. C'est pas mal, quand même. Bah oui. Ça fait des gros bons moments d'heureux. Oui. Bon, après, j'ai dit les choses principales. Hein. Bah bien sûr. On ne va pas rentrer dans le détail de chaque chose. Parce qu'après, évidemment, il y a eu des amis quand même dans l'histoire. On avait des amis, on a eu des bons amis, on a eu des moments super avec des amis proches qui ont duré quand même quelques années. Bon, après, on s'est éloigné avec le travail. Mais ça, c'est des moments aussi qui restent, quoi, qu'on n'oublie pas. Période-là, avec les amis, ça reste. Et puis aussi, ça fait toujours partie des amis, mais les amis que l'on a connus avant de se marier, les amis italiens, et bien là aussi, c'était très fort, quoi. C'était des moments toujours super. On passe à la dernière. Quand tu seras partie, quelle est la chose dont tu veux que je me souvienne pour toujours ? C'est compliqué. Qu'est-ce que tu aimerais que je retienne de toi ? Mon amour pour vous, déjà. Je crois que pour moi, c'est le principal, quoi. Soyez toujours être heureux, que pas vous voir malheureux, quoi, déjà. J'espère que j'aurai été une bonne maman. Je sais pas ce que ça veut dire une bonne maman, mais... une bonne maman à tes yeux. Une maman qui aurait été satisfaite de moi, ou la valeur travail, peut-être. Je vous ai toujours montré que j'ai toujours travaillé toute ma vie aussi. Toute ma vie, j'ai travaillé avec mes 3 enfants. C'est une valeur travail, quoi. Enfin, je vous aurais laissé une valeur travail par rapport à moi. Après, gérer la famille, nous apprendre la cuisine. Ah ouais, mais ça fait partie des choses. Hein. Je fais les meilleures vinaigrettes du monde grâce à toi. Voilà, par exemple, c'est votre spécialité, la vinaigrette. Tout le monde me demande la recette. C'est vrai, en plus. Alors que, bon... Et oui, déjà, il y a ça aussi, la cuisine, les pizzas. J'étais spécialiste de pizza aussi à l'époque. Le hachis parmentier. De hachis parmentier. Ah oui, le hachis parmentier. Ah oui, le hachis parmentier. Oui, c'est vrai, ça, c'est un truc... Lui, il est inscrit dans notre ADN. Ah ouais, lui, il est inscrit. Et puis, oui, la cuisine en général, quoi. Savoir tenir une maison, je pense que je l'ai prouvé aussi. Toute ma vie. Gérer les affaires personnelles. C'est quoi les affaires personnelles ? Gérer la maison, gérer les papiers, j'ai toujours tout géré aussi. Hein. Tout ce qui était maison, c'est moi qui le gérais. Hein. Donc ça, t'aimerais qu'on retienne ça de toi ? J'en sais rien. Que ça soit quelque chose qu'on retienne d'un apprentissage ? C'est peut-être pas le plus important, non, mais bon, Moi, ta première réponse... Mon amour. Ton amour, ça, c'est très bien. Je crois que ça, c'est la plus belle chose, non ? Après, le reste, c'est basique, quoi, on va dire. C'est la vie, quoi, après. Mon amour, hein. Bon, on va arrêter l'épisode là-dessus, alors. Bah oui. De toute façon, il y a beaucoup d'amour dans tout ça. C'est une belle fin. C'est très important. C'est le plus important. Et on vous laisse sur les jolis mots de ma maman. L'amour, c'est ce qu'il y a de plus important. Et oui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et sur les réseaux sociaux. Et pour rappel, le podcast à nous deux, c'est un mardi sur 2.